Bon, bah, écoutez, le survivant de la Grande Guerre, je vais reprendre un tout petit peu sur ce que j'avais terminé la semaine dernière, et puis avancer cet avant-dernier cours le plus loin possible pour qu'on ait un peu plus de temps la semaine prochaine. Donc je reprends sur cet article de Demontis publié dans Cell Reports que vous voyez ici. Et je pense que vous vous en souvenez, il s'agit du vieillissement musculaire, de la drosophile et de l'introduction du nucléole, qui est une structure nucléaire qui est donc à l'intérieur du noyau, qui est importante dans la biogénèse des ribosomes, donc aussi dans la biosynthèse des protéines. Donc j'avais insisté sur le fait que des actions qui sont dans le muscle, c'est-à-dire directement dans le muscle, ont des effets de ralentissement du vieillissement dans d'autres tissus que le muscle, dans le tissu cérébral en particulier, dans le tissu adipeux, et prolongent la vie de la drosophile entière. Voilà. Donc j'ai introduit le facteur de transcription MNT, qui est de la famille des facteurs de transcription qu'on appelle de helix loop helix, qui existe chez l'homme, hein, qui est un orthologue chez les humains, et qui réprime plusieurs gènes de la biogénèse des ribosomes et de l'anabolisme. L'anabolisme, c'est le contraire du catabolisme, c'est-à-dire que la construction des tissus, de la biosynthèse des protéines. Donc MNT est présent dans le noyau des cellules de beaucoup de tissus, dont le muscle, et les mouches qui sont mutantes pour MNT ont une durée de vie limitée, en tout cas réduite. Hein. Donc, dans le travail qui est ici, donc ça c'est une première diapositive, les auteurs ont utilisé un driver qui s'appelle MHC-GAL4, donc, qui est exprimé uniquement dans le tissu musculaire, MHC étant une myoglobine, une myosine uniquement exprimée dans le tissu musculaire, pour exprimer MNT dans le tissu musculaire, c'est ce qu'on voit ici. Et on voit tout de suite que quand on fait ça, on a une baisse. Bon, cette surexpression, c'est dans le muscle squelettique. Hein. Donc c'est une surexpression qui n'a pas d'effet, si vous voulez, sur la nutrition, ni sur la masse corporelle dans son ensemble. Mais on voit qu'elle a une influence forte sur la synthèse des ARN ribosomaux. C'est des ARN qui sont nécessaires au processus de synthèse des protéines, en particulier chez les animaux jeunes. D'ailleurs, ce que vous pouvez voir, ce qui est assez intéressant, je n'avais pas raconté la semaine dernière, c'est qu'au cours du vieillissement, on a une baisse de l'expression de la biosynthèse des protéines. C'est-à-dire que les animaux ici plus âgés sont déjà, pour ainsi dire, adaptés à la survie prolongée. Cette expression, cette baisse de répression de la transcription des ARN ribosomaux se fait évidemment dans les muscles thoraciques, puisque c'est là que MNT est exprimé, mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, dans la tête, c'est-à-dire en fait dans le tissu nerveux, et aussi dans l'abdomen où il n'y a pas de muscles. Hein. Et ça s'accompagne, comme je vous l'avais déjà montré, ça s'accompagne d'une diminution de la taille du nucléole. Ça, c'est le nucléole. C'est cette diapo, vous voyez en jaune, là, à l'intérieur du verre, qui est le noyau, il y a les nucléoles. Et vous voyez qu'on a une baisse forte de la taille du nucléole dans le tissu adipeux, ici, d'accord? Donc ça, c'est un tissu adipeux normal, et ça, c'est un tissu adipeux d'une mouche dans laquelle on a surexprimé MNT dans les muscles, pas dans le tissu adipeux. Et là, vous avez quelque chose chez les animaux plus âgés, ici. On voit qu'on a déjà une diminution en fait, de la taille du nucléole, qui est à une semaine, on l'a, et à 5 semaines, c'est de toute façon petit, donc on ne va pas plus loin. Donc le vieillissement s'accompagne, après 5 semaines, c'est relativement âgé pour une mouche, d'une baisse de la taille du nucléole et de son activité physiologique d'une certaine façon. Hein. Donc ce point est un point, je pense, assez essentiel parce qu'il réintroduit l'idée qu'il y a des communications entre les tissus et que ces communications jouent un rôle important dans le processus de vieillissement. Et c'est dans cette idée donc, que ça c'est un marqueur, c'est grâce qu'ils ont marqué ça grâce à Fénix, donc je ne vais pas aller plus loin, mais il suffit en fait de rajeunir le muscle
pour rajeunir le reste, ce qui veut dire qu'il y a un contact entre le muscle et les autres tissus. Alors, cela les avait amenés, je vous rappelle, à rechercher quelles pourraient être les molécules qui sont sécrétées par le muscle et ce qui sont responsables de ces modifications qu'on dira non autonomes, non organes autonomes. Et ils l'avaient fait à l'aide d'un crible, c'est-à-dire qu'on peut prendre des RNAi, qu'on exprime toute une banque de RNAi dans les muscles, et on peut éliminer un par un ou diminuer un par un, une par une, l'expression de différents gènes. Et il y en a pas mal qui ont été ainsi identifiés, qui ont l'air d'être importants pour la survie. Mais parmi eux, ils sont plutôt intéressés pour la survie et aussi pour l'activité, pour la capacité de monter. Vous vous rappelez le nom d'un tube en verre? On élève les mouches dans des tubes en verre et on peut regarder à quelle vitesse elles escaladent le tube. Et alors, quelqu'un m'a fait une remarque l'autre jour, pas en public, mais après en m'envoyant un mail très gentiment, en me disant ça ne veut pas dire que c'est musculaire. Non, ça ne veut pas dire que c'est musculaire. La capacité de monter le long d'un tube, ça peut très bien être quelque chose qui est neuronal. Ça peut être quelque chose qui vient du système nerveux, c'est-à-dire la capacité de coordonner le mouvement musculaire, par exemple. Donc, ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas capables, si elles ne sont pas capables de monter le tube, ou si elles sont mieux capables de monter un tube, ce n'est pas forcément un phénotype qui est un phénotype musculaire. Ça peut être un phénotype neuronal, bien entendu. Donc, parmi ces myokines, ils ont trouvé une qui est très très active, qui s'appelle la myoglianine. Et elle m'intéresse particulièrement parce qu'elle est exprimée pas uniquement dans le muscle, mais dans les cellules gliales du système nerveux. Donc, c'est une molécule de la famille des TGF-bêta, donc on en parlait, qui est un facteur qui est sécrété donc par les cellules gliales et pas uniquement par les cellules musculaires de la mouche, et qui a des orthologues chez l'humain, dont un dont on avait parlé dans les semaines précédentes, qui s'appelle GDF11. Vous vous rappelez qu'il a un rôle à jouer dans la neurogénèse, en fait, adulte. Donc, je vous rappelle de nouveau que les auteurs ont établi que ce gène de la myoglanine est sous le contrôle de MNT, et ça, on peut le voir relativement facilement, c'est-à-dire que si on surexprime MNT dans du tissu musculaire avec ce driver MHC, eh bien, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une augmentation de l'expression de la myoglanine dans le tissu musculaire, donc c'est même relativement fort, hein, ça passe de 1 à 7, donc c'est une forte augmentation. En même temps, si je prends une souris qui est déficiente de MNT, ce qui est, on a retiré le gène MNT, une mouche dans laquelle on a retiré le gène MNT, on voit qu'on a une baisse de l'expression de la myoglianine. Et par ailleurs, on peut voir que c'est probablement une interaction directe, encore que ce n'est pas entièrement démontré par cette manip, mais ce qu'on peut voir ici, c'est que si on prend un gène rapporteur, la luciférase, et on met juste le promoteur de la myoglanine, on voit que si on surexprime MNT, on a une augmentation de l'activation. Donc c'est probablement une activation directe de l'expression du gène, bien que ce ne soit pas une preuve absolument définitive, bien entendu. Donc ce que vous pouvez voir à droite ici, c'est là où j'en étais resté, je crois. C'est-à-dire qu'on peut voir que si, ça c'est des mouches dans lesquelles on a surexprimé MNT, et on a mis un RNAi contre un gène contrôle, qui est le gène white, qui est responsable de la couleur des yeux. Vous voyez que quand on bloque MNT, eh bien, on a une diminution de la survie. Là c'est white, donc il ne se passe rien. Donc on surexprime MNT, on a une augmentation de la survie. Ils ont utilisé 2 RNAi différents pour faire bonne mesure. Et vous voyez ici que si vous bloquez la biosynthèse de myoglanine avec un RNAi spécifique de la myoglanine, alors à ce moment-là, vous avez une augmentation, une diminution de la survie des drosophiles. Et ça, c'est cette capacité de grimper sur les murs, si j'ose dire. Donc, elle grimpe plus longtemps au mur si on leur a surexprimé MNT que si on a supprimé l'expression de MNT. Donc, c'est clairement un gène qui a à voir avec la coordination neuromusculaire et avec la survie. Et alors là, c'est le même genre d'expérience, je crois, où ils ont utilisé un US myoglanine
Mais ça, c'est un neutre, il n'y a pas de surexpression parce qu'il n'y a pas de MHC4/4. Ça, c'est le MHC4/4. Et si on croise les deux, tout de suite, on voit qu'on a une augmentation de la survie en même temps que elles sont plus longtemps capables d'escalader. Et ça, c'est la surexpression qui est vraiment très très forte quand on fait ça. Donc ça, on peut évidemment reprendre ce résultat avec des contrôles supplémentaires. C'est une expérience un petit peu compliquée. Donc, qui surtout démontre un effet sur les ARN ribosomaux, ici, vous allez voir, à la fois, et c'est ça qui est important, dans le tissu musculaire où le gène est exprimé, mais aussi dans la tête et dans l'abdomen. Parce que si vous avez le thorax, donc là c'est les mêmes expériences, hein, bien entendu, de pourcentage de survie avec ces manips essentiellement ici, vous voyez que vous avez surexprimé. Là, c'est avec les RNAi, donc on supprime la myoglanine. Dans ce cas-là, on a une survie pleine. Il y a deux RNAi ici, vous voyez. Et ici, c'est avec un RNAi qui n'a rien à voir. Donc, on a un très bon effet de l'expression de myoglanine avec une survie prolongée et aussi une activité neuromusculaire prolongée. Ce qui est important dans cette affaire, c'est qu'on voit que c'est vrai dans le thorax. Vous voyez que dans le thorax, de nouveau, on a le ribosomal qui s'effondre à une semaine. C'est vrai aussi dans la tête, c'est vrai dans l'abdomen. Et là, c'est pareil. Ah oui, là, c'est juste avec l'UAS myoglanine. Là, ils ont introduit les contrôles dans lesquels ils inhibent la myoglanine avec un RNAi, deux RNAi en fait. Et donc, vous voyez ici que si celui-là ne marche pas, mais là, vous voyez ici, vous avez une surexpression. Vous supprimez la myoglanine et vous avez une surexpression des ARN ribosomaux. Donc, ça, c'est pas bon. Apparemment, avoir trop de métabolisme, c'est pas quelque chose qui est excellent pour, là, vous voyez, comparer ça à ça, ça à ça, ça à ça. Donc, du coup, c'est la démonstration qu'en non autonome, l'effet est aussi un effet qui est sur les ARN ribosomaux et donc sur le métabolisme des protéines, la synthèse des protéines. Donc, en conclusion de cette étude, qui est assez simple finalement, enfin un peu compliqué à expliquer, on peut dire que MNT a une action autonome sur le tissu musculaire qui passe par une réduction de l'activité ribosomique, c'est-à-dire une activité de biosynthèse des protéines, et aussi via la régulation de myokines, qui sont des molécules sécrétées par le muscle, dont la myoglianine. C'est un effet systémique. Donc l'effet est systémique et c'est un effet systémique qui passe par, pour ceux que ça intéresse, par P38 qui est un facteur qui est important, qui est une MAP kinase. Mais si vous supprimez la MAP kinase, alors vous perdez l'effet de la myoglanine. Donc pour ceux d'entre vous que ce genre de détails intéresserait, de toute façon, vous avez toujours les références pour aller rechercher ces problèmes sur les nucléoles. Donc cette question nucléolaire est évidemment très intéressante parce que le nucléole est un régulateur positif de l'anabolisme et son activité est réduite dans nombre de modèles qui augmentent la durée de vie. Et ça doit vous rappeler un peu les questions de la restriction calorique et de la voie mTOR-C1. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de la rapamycine qui inhibe la voie mTOR-C1. Donc ce rôle des ARN ribosomaux dans le vieillissement va m'amener à vous présenter un autre papier sur le même thème, qui est un papier qui a été publié par le groupe, par Larsson et collègues dans PLOS Génétique en 2012, donc un papier un peu plus ancien, et essayer de faire le lien avec l'hétérochromatine, dont je vous rappelle qu'elle représente la part réprimée de la chromatine, c'est-à-dire la chromatine à partir de laquelle il n'y a pas d'expression génétique, ou peu d'expression génétique. Donc dans ce papier que je vais vous décrire, les auteurs rappellent que le vieillissement des organismes
s'accompagne de l'accumulation de défauts de l'ADN. Ça, je vous en ai parlé plusieurs fois, bien entendu. Et le mécanisme sous-jacent reste encore un tout petit peu obscur, avec la théorie des radicaux libres, si vous vous rappelez, qui est une des hypothèses principales. Les radicaux libres, c'est-à-dire ces oxygènes réactifs qui vont aller faire des trous, des cassures dans l'ADN en particulier, mais pas uniquement dans l'ADN. Alors il y a d'autres modèles qui existent, qui ne sont pas forcément, je dirais, orthogonaux à cette histoire de radicaux libres, qui peuvent aller avec, qui impliquent, par exemple, une sénescence programmée, c'est-à-dire qu'on est programmé pour vieillir à une certaine vitesse, la perte de l'hétérochromatine, on en a parlé, le raccourcissement des télomères, vous vous rappelez, chaque fois qu'on se divise, les télomères, qu'une cellule se divise, les télomères raccourcissent, l'instabilité du génome, on en a parlé aussi, et puis la qualité et la quantité des apports nutritionnels. La nutrition, évidemment, quelque chose de très important dans la régulation du vieillissement. Donc le modèle de perte d'hétérochromatine est en fait un assez vieux modèle, c'est-à-dire qu'il a été proposé en 1997 déjà par quelqu'un qui s'appelle M. Villeponteau dans un journal qui s'appelait Expérimental Gérontologie. Cette perte d'hétérochromatine est associée à une expression illégitime de gènes qui sont liés au vieillissement. Mais les modifications de l'hétérochromatine ne sont pas uniformes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que c'est toutes les hétérochromatines qui s'effondrent. Il y a en fait au cours du vieillissement des régions d'hétérochromatine qui se forment, c'est-à-dire des répressions de gènes qui arrivent, et puis au milieu qu'en fait d'une perte plus générale de cette structure d'hétérochromatine. Alors, l'hétérochromatine est essentielle. Cela a été démontré chez la drosophile. Pour la stabilité de ce qu'on appelle les séquences répétées, par exemple, mais pas seulement, les éléments transposables, qu'ils soient complets ou non, et j'ai souvent parlé ici des éléments transposables, donc je ne pense pas que j'ai besoin d'aller plus loin, mais aussi de gènes qui codent pour l'ARN ribosomal, qui sont aussi très souvent dans l'hétérochromatine. Donc, cette perte d'hétérochromatine induit une déstructuration du nucléole et la formation d'ADN extrachromosomal avec des recombinaisons qui sont des recombinaisons illégitimes au niveau du locus des ARN ribosomaux. Donc, toutes ces données que je livre comme ça soutiennent l'idée d'un lien entre la formation de l'hétérochromatine et la longévité. Donc pour comprendre, donc là, c'est bizarre, j'avais un autre truc à vous dire, mais c'est pas très grave. C'est pas grave, ça va revenir. Pour comprendre le rôle de l'hétérochromatine dans le vieillissement animal, les auteurs ont manipulé génétiquement les mouches au niveau d'une protéine qui s'appelle HP1. Et HP1, c'est une protéine qui, quand elle se fixe à la chromatine, la transforme en hétérochromatine. C'est un des éléments majeurs de la formation de l'hétérochromatine. Donc, et de la signalisation JAK-STAT, et j'y viens dans un instant. Alors, leurs résultats que je vais vous décrire suggèrent que l'hétérochromatine empêche un vieillissement prématuré et supprime la recombinaison illégitime au niveau du ribosomal DNA et la synthèse non nécessaire d'ARN ribosomaux. Donc la première manip que je vous décris ici, en fait, elle consiste à modifier l'expression de HP1, qui est donc cette protéine qui permet de structurer la chromatine. Et donc, réduire HP1 de moitié. Alors, dans ce suppresseur, ici, là, c'est un suppresseur de variégation. La variégation, c'est par exemple quand vous avez une mouche qui a des yeux et vous avez des omatidis rouges et des blanches. Et ça veut dire que c'est comme quand dans les épis de maïs, vous en avez qui ont différentes couleurs. Ça veut dire que ça s'appelle la variégation. Ça veut dire que de façon aléatoire, dans certaines cellules, ou dans certains groupes de cellules, vous avez des gènes qui sont exprimés et pas d'autres, même dans le même organe. Et donc ça, c'est souvent lié à des modifications de la structure de l'hétérochromatine dans certains de ces cellules souches. Et si vous supprimez, dans ce supprimeur de variégation, qui est en fait une perte, enfin, ce qu'on appelle une hypomorphie, c'est-à-dire une diminution de l'expression de HP1, vous voyez, donc vous avez une déstructuration de votre hétérochromatine, une perte de l'hétérochromatine, et tout de suite, vous voyez que vous avez une immense diminution de la survie de votre animal. Donc la population de mouches meurt là très très vite et commence à mourir beaucoup plus vite que dans des populations sauvages qu'on peut voir ici. Mais maintenant, si vous surexprimez HP1 en mettant sous un promoteur Hitchcock, ça on s'en fiche un petit peu, vous voyez que vous allez augmenter considérablement, mais vraiment considérablement,
la survie de votre mouche. Ça veut dire qu'en maintenant une hétérochromatine extrêmement forte et pendant un temps long, vous allez avoir une survie importante de la population. Donc, dans cette même dia, ici, j'ai mis je dirais une représentation extraordinairement schématique de Jacques Stat. En fait, Jacques, c'est une Janus kinase, donc qui peut être phosphorylée à un moment où il y a un récepteur avec un facteur de croissance qui vient taper dessus. Et elle va venir ensuite s'associer à STAT, qui est un facteur de transcription, et les hétérodimères qui se forment de Jacques et de STAT vont aller, de STAT avec phosphorylé, vont venir se mettre ici au niveau du chromosome et entraîner une transcription. Donc, ce sont des homodimères ou des hétérodimères. Il y a plusieurs Jacques et plusieurs Stat. C'est pour ça que c'est une grande famille, ce sont deux grandes familles. Donc, ce passage par Jacques Stat, que je vous présente ici, est lié au fait que cette voie, Jacques Stat, est impliquée dans la formation de l'hétérochromatine. En fait, il y a deux voies, pour rien vous cacher. Il y a une voie qui est une voie canonique, et ça c'est assez amusant parce que c'est une voie canonique qui régule l'expression des gènes de façon directe, c'est-à-dire qu'en fait, je me fixe sur un promoteur et j'active la transcription derrière. Mais il y a une voie non canonique, c'est-à-dire qu'il suffit que la protéine soit là pour que l'hétérochromatine se forme, c'est-à-dire que sans transcription, c'est-à-dire un effet structurant sur le plan. Vous rajoutez la protéine, elle se lie à un complexe, il n'y a pas de transcription, mais ça structure l'hétérochromatine. Donc il y a deux voies, et ça peut être le cas pour d'autres facteurs, hein, bien entendu. Évidemment, on peut penser. Non, pas évidemment, mais on peut y penser à d'autres facteurs, oui. Voilà. Donc, dans cette voie ici, vous voyez ici, donc, par exemple, qu'ils ont essayé de moduler les deux voies. Je ne veux pas vous embêter avec ça, mais vous voyez que si ici vous avez une augmentation de la survie en augmentant la fonction Jacques-Stat, et puis vous pouvez vous amuser à diminuer la survie en jouant sur une des deux fonctions, la fonction canonique et la fonction non canonique de Jacques-Stat. Hein. Donc, mais là encore, vous avez une très forte expression. Et ce qui est assez amusant, si vous faites. Alors là, ce que vous regardez, c'est la vélocité verticale des mouches, c'est-à-dire leur capacité à aller très vite sur le verre. Vous voyez que ça, c'est un animal contrôle. Là, vous avez surexprimé HP1. Hein, et puis là, vous avez bloqué HP1. Et vous voyez que tout de suite, c'est le suppresseur de variation. Vous voyez que vous avez une perte très très forte aussi de la capacité neuromusculaire de vos mouches. Ce que vous pouvez voir ici au niveau même de la structure du muscle. Hein. Voilà un muscle normal. Voici un muscle dans lequel l'hétérochromatine a été dérégulée. Vous voyez que votre muscle n'a pas l'air tout à fait normal, ça se voit tout de suite, pas peine de. Hein. Et là, c'est un muscle dans lequel on a surexprimé HP1, vous avez une augmentation. Enfin, vous ne pouvez pas le voir entre ça et ça, mais vous avez un muscle qui reste assez joli. Sur le plan de l'intégrité du muscle, avec des index qu'on peut aller mettre au point, on voit tout de suite que si on supprime l'expression de HP1, on a des muscles qui se cassent la figure très très rapidement, avec un effet positif, surtout à un âge assez avancé pour une drosophile, de la surexpression de cette protéine qui structure l'hétérochromatine. Donc, c'est donc une démonstration, si vous voulez, qu'effectivement, la structure de l'hétérochromatine a à voir avec l'âge, ou du moins la longévité. Donc, on pourrait se dire, si on veut vivre plus longtemps, il faut maintenir une hétérochromatine en bonne forme pendant plus longtemps. Effectivement, c'est une possibilité quand on pense à des voies thérapeutiques, évidemment, pour lutter contre des maladies qui sont associées au vieillissement. Donc la question du rôle de l'hétérochromatine dans la longévité se pose de ce fait, et on peut à juste titre inférer de ce que je viens de vous dire que l'hétérochromatine diminue au cours du vieillissement, ce qui est observé. Vous en souvenez peut-être dans le cas de progéria. Vous vous rappelez, dans le cas de mutation de la lamine A,
qui fait qu'on a ces cas de progéria, vous vous rappelez ces enfants qui ont l'air d'être de vieillards à l'âge de 10 ans ou 12 ans et qui meurent en général dans la deuxième décade d'un problème cardiaque le plus souvent. Eh bien, la lamina, c'est justement une protéine qui structure l'hétérochromatine dans le noyau, vous vous en souvenez. Hein. Donc, dans la diapositive suivante, je crois, oui, c'est ça, la diapositive suivante, ce que vous pouvez voir ici, c'est la modification du marquage HP1. Hein. HP1, c'est donc une protéine qui est très importante dans la structuration de l'hétérochromatine. Donc, quand vous faites un marquage HP1, en fait, vous avez des régions qui sont des régions d'hétérochromatine entre une mouche jeune et une mouche plus âgée. Et là, donc, en fait, c'est un marquage au niveau de ce qu'on appelle les chromocenters, mais ce n'est pas important. Ce sont des régions qui sont très riches en hétérochromatine et qui sont marquées par une histone modifiée, je vous rappelle, par exemple H3K9-méthyle-3. On a parlé, c'est l'histone 3, qui est modifié, qui a 3 méthyles sur sa lysine en position 9. Et ça, c'est des entérocytes de l'épithélium intestinal de la drosophile. Donc, normalement, HP1 et donc, dans ces régions-là, chez les drosophiles plus âgés, vous avez une perte de la structure et HP1 est lié à H3K9-méthyle-3. Hein. Donc, si vous regardez ici, vous voyez qu'au cours de l'âge, en semaine, la tubuline, qui est un marqueur de cytosquelette, ne bouge pas. Là, simplement, ils ont mis moins de tissu sur leur western blot. Vous voyez que HP1 ne bouge pas. Vous voyez, il n'y a pas de modification de la synthèse de HP1. Donc, on dit donc pourquoi est-ce que je perds mon hétérochromatine puisque HP1 ne bouge pas. Et vous voyez, c'est qu'au cours du vieillissement, vous avez une baisse de la méthylation de l'histone H3. H3, elle ne bouge pas, mais sa méthylation, sa modification sur la lysine en position 9, ici c'est méthyle 2, mais c'est pas méthyle 3, diminue. Hein, vous voyez ça comme ça. Et alors, c'est ça qui a des effets, c'est-à-dire que comme on a moins d'H3 modifié, d'H3 hétérochromatine modifié, à ce moment-là, on a moins de HP1 au niveau du génome. Et donc, ils ont fait une expérience qui est assez amusante, qui consiste à immunoprécipiter la chromatine avec un anticorps anti-HP1 et identifier un gène qui s'appelle 1360, c'est pas très grave, qui est en fait un élément transposable qui est enrichi dans l'hétérochromatine. Alors que RP49, c'est un gène, en fait, un gène de contrôle de protéines ribosomales qui, lui, n'est pas dans l'hétérochromatine. Donc, les résultats sont relativement simples. Vous immunoprécipitez avec HP1 chez un jeune, eh bien, vous descendez ce gène, c'est-à-dire que HP1 chez le jeune est lié à l'hétérochromatine, puisque je descends ce gène qui est dans l'hétérochromatine. Mais si j'immunoprécipite à partir de tissus âgés, eh bien, vous voyez que je ne descends pas l'hétérochromatine. Donc, ça veut dire que HP1 n'y est pas lié, bien entendu. Voilà. Donc, mais si je surexprime HP1 avec un nid-shock, c'est-à-dire que artificiellement, je surexprime cette protéine dans la mouche, alors maintenant, même chez une mouche âgée, je peux descendre cet élément génétique, ce qui veut dire que je me suis lié à l'hétérochromatine. Hein. Donc ça, c'est... Et chez une souris jeune ou vieille, il n'arrive rien parce que RP49 n'est pas un élément de l'hétérochromatine. Donc ça vous montre vraiment qu'au cours du vieillissement, vous perdez l'hétérochromatine parce que HP1 en fait, ne peut plus s'y lier parce qu'en fait H3K9 n'est plus exprimé. Et ce que vous pouvez voir ici, qui est assez amusant, c'est que la bêta-galactosidase, qui donne une coloration, on peut la révéler par la coloration, est un gène qui est normalement réprimé dans l'hétérochromatine chez les mouches. Et vous voyez ici qu'au cours du vieillissement, vous avez une très très forte expression de la bêta-gal. Donc ça, c'est pas bon, mais ça prouve simplement que votre hétérochromatine s'est débobinée. Ce que ça prouve aussi, c'est que vous pouvez la rembobiner. Ça, c'est l'élément positif de cette expérience. Donc, ce que je voulais vous montrer aussi peut-être, mais peut-être pas d'ailleurs. Non, c'est pas tout à fait terminé, excusez-moi. Ce que j'avais oublié de vous montrer, c'est parce que en fait, mes diapositives ne sont pas dans le bon sens, donc ça, c'est pas bien. Mais donc du coup, je vais la laisser tomber parce que c'est pas absolument indispensable.
Ce que je voulais vous montrer ici, c'est qu'on a... Alors là, c'est encore une manip du même genre, si vous voulez, c'est-à-dire que ici, vous avez un élément qui est dans le 28S, c'est de l'ARN ribosomal, hein, et vous voyez que dans un système où vous avez supprimé HP1, vous avez une très forte expression de votre ARN ribosomal, et donc cet élément R2 ici, qui est en fait un élément transposable dans le ribosomal. Donc vous voyez que normalement, il ne devrait pas être exprimé. Si vous surexprimez HP1, vous avez une baisse de l'expression du ribosomal et donc de cet élément cryptique qui est dans le 28S ribosomal, mais que si vous supprimez HP1, vous avez une forte expression. Et l'expression du ribosomal, ça veut dire que vous avez plus d'anabolisme, et quand vous avez plus d'anabolisme, eh bien, vous faites des mouches plus grandes. Hein, donc, elles sont costauds, mais elles vont mourir plus tôt. Il y a quand même une consolation pour les petits. Donc, vous voyez ici, ça c'est une mouche de taille normale. Ça, c'est une mouche qui a une surexpression de HP1. Elle a une taille normale aussi, mais là, celui-là, vous l'avez supprimé HP1, vous voyez, elle est quand même monstrueuse. Hein. Mais elle en profitera moins longtemps que les autres. Donc, c'est quand même plutôt agréable de dire. Voilà. Je parle pour les petits. Hein. Je sais qu'il y a des grands aussi, mais bon. Donc, d'ailleurs, l'agrandissement de l'augmentation de la taille de l'espèce humaine, qui s'est faite en très très peu de temps finalement. Hein. Ça ne peut pas être génétique, bien entendu. On ne peut pas avoir une sélection génétique en l'espace de 2 ou 3 générations. Demande une explication. Elle est probablement du côté de la nutrition, voire de nouvelles souches de colis, de bactéries qui sont présentes au nombre de plusieurs milliards dans notre intestin et qui probablement modifient la façon dont nous assimilons la nourriture. Donc, on va voir identifier l'espérance de vie des grands et des petits dans quelques années, voire il sera trop tard pour les petits d'un certain âge. Donc, je continue donc maintenant, je passe à un autre aspect de la longévité qui tourne plus directement autour des fonctions et des morphologies mitochondriales. Alors, je partirai d'une revue sur laquelle je reviendrai pas mal dans le futur, mais ce n'est pas là du tout. C'est une revue qui a été publiée dans Cell en 2012 par 2 collègues, Nunari et Suomalai Nene. Cette revue ouvre en nous rappelant que les mitochondries ont pour origine l'internalisation d'une alpha-protéobactérie par une cellule eucaryote. Donc en fait, les mitochondries, ce sont d'anciennes bactéries qui ont été mangées par des cellules et qui sont des symbiotes. Donc, il y a d'autres versions de d'autres types de protéobactéries, des archées en particulier, mais bon, ce n'est pas le problème. L'essentiel, c'est que nous sachions qu'il s'agit bien d'un processus de symbiose qui s'est perpétué depuis son invention. Et les mitochondries ont une membrane externe, ici. Ils ont aussi une membrane interne, qu'on voit ici. Donc, ils ont 2 bicouches lipidiques. Et ça, c'est lié probablement à... C'est un reste de l'internalisation, parce qu'il y avait la membrane de la bactérie, puis il y a la membrane de la cellule. Donc, ça fait 2 bicouches. Et il y a un espace donc intermembranaire qui est extrêmement important entre ces 2 bicouches. Et ce que je vous ai dit souvent et que je vous rappelle, c'est qu'au cours de l'évolution, les bactéries, comme les chloroplastes, ou comme les peroxysomes, sur lesquels je reviendrai peut-être cette semaine ou la semaine prochaine, ont donné leur génome au noyau. C'est-à-dire que dans le génome de la bactérie, il n'y a plus que 13 gènes qui codent pour des protéines mitochondriales, mais il y a environ 1300 ou 1500 protéines qui sont en fait encodées dans le noyau. Et ça, c'est une chose très importante, c'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire que le métabolisme mitochondrial doit être coordonné avec quelque chose qui se passe dans le noyau. Donc il faut absolument qu'il y ait une interaction entre le noyau et la mitochondrie, puisque c'est le noyau qui, au fond, donne ces protéines à la mitochondrie. Et la mitochondrie, ça mange beaucoup de protéines, parce que dans la matrice mitochondriale, par ici, c'est bourré de protéases, c'est-à-dire que ça bousille les protéines énormément. Donc en fait, il faut toujours un apport nouveau en protéines mitochondriales, et ça nécessite une application du noyau. C'est-à-dire qu'il faut vraiment une communication entre le noyau et les mitochondries
pour que la physiologie de la cellule fonctionne à peu près correctement. Donc, chez les mammifères, la transmission du génome entre les générations, entre la mère et les enfants, filles ou fils, se fait presque exclusivement maternelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement pas de mitochondries paternelles qui passent. Donc, en fait, dans un œuf, il y a essentiellement des mitochondries qui viennent de la mère. Donc, donc ça, c'est important à comprendre parce qu'en fait, il y a un apport en fait, mitochondrial maternel qui joue beaucoup sur le développement des enfants, entre guillemets. Si on peut parler des enfants de mouches, on va parler des enfants de tout le monde, quoi, y compris chez nous. Hein. Les maladies mitochondriales sont extrêmement nombreuses. Elles sont très hétérogènes et elles sont liées à des mutations, quand elles sont génétiques bien entendu, qui peuvent toucher soit le génome nucléaire, puisque beaucoup des gènes sont faits dans le noyau, bien entendu, soit le génome mitochondrial. Alors parmi ces maladies, il y en a beaucoup qui sont très banales, et parmi elles des maladies du système nerveux, neurodégénératives, des cardiomyopathies, des syndromes métaboliques, des cancers, et puisque c'est une maladie, on le dit en tout cas, l'obésité. Donc ces maladies peuvent toucher n'importe quel organe, n'importe quel système, et se manifester à n'importe quel âge. Elles sont parfois héréditaires, d'origine génétique ou maternelle, comme je viens de vous l'indiquer, quand le génome est touché, quand le génome touché est mitochondrial, maternelle quand le génome touché est mitochondrial, puisque le stock mitochondrial est d'origine maternelle. Alors à ce jour, ce sont pour la plupart des maladies incurables, même si les traitements peuvent en améliorer les symptômes. Alors ces maladies mitochondriales sont très hétérogènes et ont des manifestations très spécifiques dans certains tissus. Par exemple, des défauts du complexe 1, qui est si mitochondrial, dont je vous ai souvent parlé à propos de la maladie de Parkinson, et j'y reviendrai peut-être, peuvent conduire à des atrophies du nerf optique ou à des encéphalopathies de l'enfant. Alors, les mutations nucléaires les plus communes associées à ces pathologies touchent les DNA polymérases gamma. Donc, c'est une DNA polymérase gamma, il y en a plusieurs, qui sont encodées dans le noyau, mais qui vont aller voyager dans la mitochondrie et qui vont être nécessaires, si vous voulez, pour la multiplication de la mitochondrie, parce que les mitochondries se multiplient. Et donc, il faut refaire leur ADN. Donc, la DNA polymérase est nécessaire mais elle vient du noyau. Donc, on les appelle DNA polymérase gamma, et des mutations de ces DNA polymérase gamma se traduisent par des désordres hépatiques, des désordres cérébraux, qui apparaissent assez vite, en fait, des épilepsies juvéniles. Parfois, les conséquences sont plus tardives, et ça, c'est le cas pour des ataxies neuropathiques, c'est-à-dire des désordres du mouvement qui sont d'origine nerveuse. Il y a un autre exemple d'hétérogénéité qui est fourni par un groupe de pathologies qui est lié à des mutations de ce qu'on appelle les acyltérénasynthétases mitochondriales. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que vous avez un messager, vous devez traduire le messager en protéines, et donc il y a ce qu'on appelle un ARN de transfert qui reconnaît le codon sur le messager et qui, en face de chaque codon, met un acide aminé. Et il faut charger l'acide aminé sur l'ARN de transfert, et ça, c'est une enzyme qu'on appelle les acyltérénasynthétases. Et il y en a qui sont spécifiquement mitochondriales et qui donc sont responsables de la fiabilité de la traduction du messager en protéines. C'est le code génétique. Donc il y a une grande variabilité, une extrême variabilité des phénotypes pathologiques. Et elle est aussi explicable, cette variabilité, par le fait que les cellules contiennent des mitochondries saines et des mitochondries malades. C'est-à-dire que les mitochondries, elles peuvent muter. Il n'y en a pas une qui mute, par exemple, et puis elle va proliférer, mais à côté, il y en a plein qui sont en bonne santé. Donc il y a ce qu'on appelle l'hétéroplasmie. Donc il faut atteindre un certain niveau de mitochondries malades pour que la pathologie apparaisse. Parce qu'il y a quand même des bonnes qui font le boulot comme il faut. Donc cette hétéroplasmie introduit une hétérogénéité et aussi une variabilité, si vous voulez, dans le niveau de la maladie et l'âge auquel la maladie peut se déclarer. Le symptôme est vraiment dépendant du rapport entre les deux populations.
mais aussi modifié par la distribution de ces deux populations entre les tissus, entre les cellules, et voire au sein d'une même cellule, pour avoir des pathologies malades dans l'extrémité nerveuse, dans la synapse, et puis pas dans le corps cellulaire, par exemple, ou plus dans la synapse, parce que celle qui aura migré dans la synapse, elle était malade, pas de chance, et elle a proliféré sur place, et puis voilà quoi. Voilà. Donc je vais vous illustrer ce lien entre mutation mitochondriale et pathologie en m'appuyant sur une revue, sur un article en fait, qui a été publié par cette équipe-là, et qui est une revue relativement intéressante. Alors, c'est pas... je m'intéresse pas mal à la maladie de Parkinson, comme vous savez. Donc, c'est une revue, c'est un article sur la maladie de Parkinson, mais totalement. Vous savez que les neurones de la substance noire, ceux qui dégénèrent dans la maladie de Parkinson, ceux qui font de la dopamine, sont extrêmement sensibles aux dysfonctions mitochondriales. Donc ça, on le sait parce que plusieurs des gènes qui sont mutés dans les formes familiales de la maladie ont un rôle en rapport avec les fonctions mitochondriales. C'est le cas de PINK1, de la Parkin, de DG1 ou même de l'alpha-synucléine. En fait, il se trouve que toutes ces mutations convergent sur la mitochondrie. Donc il y a un vrai problème mitochondrial probablement dans la mort des neurones dopaminergiques. Et ce sont des mutations qui endommagent directement les mitochondries. Et ça, je vous expliquerai peut-être pourquoi dans la fin du cours. Donc, il y a pas mal d'études qui ont démontré qu'une diminution de l'activité du complexe 1 mitochondrial, qu'est-ce que je fais moi là? Voilà, du complexe 1 mitochondrial, qui est en fait le complexe le plus important pour la synthèse de l'ATP à ce niveau-là, au niveau du complexe 5, eh bien, dans les neurones dopaminergiques, induit des syndromes de type parkinsonien. Donc ça, on en est certain. Donc les mutations de l'ADN mitochondrial causent, elles aussi, un certain nombre d'états pathologiques qu'on appelle les désordres mitochondriaux, avec des manifestations cliniques sur une fraction assez importante. C'est une personne sur 5000, donc ce n'est pas entièrement nul. Donc les maladies neurologiques qui sont impliquées, qui sont liées à ces mutations mitochondriales, de l'ADN mitochondrial. Là, je ne parle pas des gènes qui sont dans l'ADN de la cellule, enfin du noyau, mais dans l'ADN mitochondrial. Donc il y a des ataxies, des épilepsies et des démences. Et là, c'est vraiment des mitochondries qui marchent mal. Et elles peuvent être ponctuelles, c'est-à-dire, paf, un nucléotide qui saute quelque part, ou elles peuvent être constituées de délétions assez importantes du génome mitochondrial, donc on perd un gros morceau d'ADN mitochondrial, des délétions plus ou moins larges. Alors, ça peut être lié à des mutations du génome mitochondrial lui-même, bien entendu. Ça peut être aussi lié à des mutations de la polymérase gamma, qui, elle, est faite dans le noyau, mais quand elle arrive dans la cellule, dans la mitochondrie, pour faire son petit boulot, pour faire l'ADN, si elle est mal fichue, elle va mal faire son boulot. Donc, beaucoup des mutations dans les mitochondries sont liées à la prolifération de la mitochondrie. En fait, la plupart des mutations des mitochondries se font au cours des divisions mitochondriales. Ce sont des organelles qui se divisent à toute vitesse, en fait. Et donc, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une action des radicaux libres, puisque les radicaux libres sont générés au niveau de la mitochondrie, et on pourrait imaginer qu'il y a une forte action des radicaux libres, parce que l'ADN de la mitochondrie, il est nu. D'abord parce qu'il y a beaucoup de radicaux libres dans les mitochondries, c'est là que ça se fabrique essentiellement, et aussi parce que l'ADN est nu, il n'y a pas d'histone, il n'est pas habillé comme l'ADN des noyaux. Mais en fait, c'est surtout la division mitochondriale qui introduit les mutations. Voilà. Alors, dans l'article que je vais discuter avec vous, ou devant vous, les auteurs ont recherché des défauts mitochondriaux dans la substance noire de patients présentant des mutations ponctuelles et des délétions dans l'ADN mitochondrial. Alors, ces mutations peuvent être présentes depuis le plus jeune âge, en particulier les délétions, ou s'accumuler avec le temps du fait des mutations dans la polymérase gamma, dans une des polymérases gamma. Et ça permet de comparer les deux étiologies, c'est-à-dire les mutations héritées ou les mutations accumulées. Donc,
pour bien comprendre le sens de l'étude que je vais vous montrer ici, il faut bien voir que le point de départ n'est pas la maladie de Parkinson. Hein. Le point de départ, c'est de voir si des mutations mitochondriales peuvent avoir des effets sur les neurones de la substance noire qui rappellent des syndromes de type parkinsonien, essentiellement. Donc en fait, ils ont été prendre des gens, ils ont regardé les mutations dans les mitochondries de la substance noire, et puis ils ont regardé ce qui se passait. C'est des gens évidemment qui avaient des phénotypes un peu bizarres, hein, mais qui avaient des pathologies du système nerveux. Mais, donc dans tous les cas, tous les contrôles, ils ont fait des marquages avec l'alpha-synucléine. C'est une protéine, vous savez, qui chez les malades, s'accumule au sein des corps de Lewy, qui sont des agrégats de protéines qu'on voit très très souvent dans la maladie de Parkinson, dans les neurones dopaminergiques. Hein. En fait, et d'ailleurs, il y a des formes familiales de maladie de Parkinson qui sont liées à des mutations dans l'alpha-synucléine, en particulier une mutation catastrophique, c'est une alanine qui est transformée en proline en position 30 de l'alpha-synucléine. On l'appelle la forme A30P. Donc là, je vous présente les 10 cas qui ont été étudiés. Donc vous voyez ici, vous avez des mutations ponctuelles. Ça, ce sont 4 mutations ponctuelles dans le génome mitochondrial. Ça, c'est une délétion simple. Là, c'est une autre délétion. Et ça, ce sont 5 mutations dans la polymérase gamma. Hein, voyez, et puis, les gens ont des âges variables, hein, quand même, entre 20 ans, c'est jeune quand même, jusqu'à 79 ans, ce qui est plus âgé. Et puis, vous avez les différentes pathologies. Et tous n'ont pas des syndromes de type parkinsonien. Hein. Par exemple, ici, celui-là a des syndromes de type parkinsonien. Cela dit, quand on dit qu'il n'y a pas de syndrome parkinsonien, il faut se méfier parce que ça peut vouloir dire que le symptôme il est masqué par une autre pathologie beaucoup plus importante, par exemple. Donc, on n'a pas le temps de voir qu'il y a un syndrome parkinsonien parce que le malade est beaucoup plus malade encore que ça. Donc, pas optimiste, mais c'est comme ça. Donc, si vous regardez, et puis vous avez, excusez-moi, vous avez aussi des contrôles. Les classes, ce sont tous les contrôles qui sont faits chez ces malades. Là, ce que je vous montre ici, c'est les marquages en alpha-synucléine. Hein. Par exemple, ici, ce sont 2 pôles G, hein, 2 mutations de la polymérase G, gamma. Et vous voyez que vous voyez ici ces petites flèches rouges, ces petites choses marron ici, ce sont des accumulations d'alpha-synucléine dans les neurites des neurones dopaminergiques. Hein. Ça, c'est pas sympa. Donc, ce n'est pas bon signe quand il y a ça dans les neurones dopaminergiques. Mais bon, là c'est post-mortem de toute façon, donc le problème est réglé. Donc aucune marque, dans tous les cas, tous les contrôles de cette étude ont été marqués donc avec les anticorps contre l'alpha-synucléine. Et on ne trouve jamais de marquage hein, chez les cas de contrôle. Il n'y a aucun marquage de ce type-là dans les cas de contrôle. Et en revanche, on trouve de marquages, et là on les a trouvés uniquement dans 2 cas, hein, que je montre ici, de mutations ponctuelles. Et je ne montre pas ici, en fait, dans 2 cas de mutations ponctuelles, et dans un cas de délétion mitochondriale importante, malgré. Et puis dans 2 cas de mutation de pôle G, c'est ce que je vous ai indiqué ici. Voilà. Donc, ça, ce qui est amusant, c'est que dans ce cas-là, vous avez ces pôle G4, hein, c'est la 4e mutation, 4e cas de mutation. Vous avez une alpha-synucléine, mais en fait, vous avez assez peu de perte de neurones, hein, qui n'est pas tellement supérieure à celle qu'on trouve normalement chez quelqu'un de cet âge-là, parce que cette personne-là avait 79 ans. Donc, il faut aussi savoir que, là, je n'ai pas le nombre de neurones, mais ce n'est pas le problème, mais il faut aussi savoir qu'on perd régulièrement des neurones. C'est-à-dire qu'à 79 ans, on perd environ 4,7% de neurones par décade, d'accord, tous les 10 ans, enfin au cours de 10 ans. Donc, ça fait partie du vieillissement normal que cette perte de neurones qui est liée à leur activité. Voilà. Donc, donc, les auteurs ont étudié les niveaux de 5 protéines mitochondriales chez les 10 patients et chez 8 témoins. Donc, les protéines qu'ils ont choisies sont 2 sous-unités du complexe 1,
hein, ce fameux complexe 5 est tellement important, qu'il y a les unités 19 et 20, une sous-unité du complexe 4, qui s'appelle COX-1, et une sous-unité du complexe 2 qui s'appelle C210. Et la porine, qui est une protéine de la membrane externe de la mitochondrie. Et ils ont fait ça, la porine, histoire de regarder la densité, si vous voulez, des mitochondries. Donc en fait, la porine et C270 ne montrent pas de différence entre les contrôles et les patients. Alors là, je crois que ça c'est un marquage de porine. Donc ce qu'ils ont regardé, c'est ils ont fait les marquages. Et puis ensuite, ils ont essayé de quantifier la densité en faisant de la quantification. Vous voyez, par exemple, vous voyez celui-là, il est plus léger, il y en a moins que dans celui-là, par exemple. Donc ils ont quantifié neurone par neurone dans tous les neurones dopaminergiques de la substance noire de chacun de ces contrôles et de chacun de ces patients. Donc chez les patients, on a trouvé une baisse pour une des mutations ponctuelles, et dans tous les cas de mutation de Paul G, avec des niveaux de... Vous voyez ici, on a des niveaux ça c'est la complexe 1,20, la complexe 1,19, donc ça c'est les modifications de l'expression du complexe. Et vous voyez ici que chez ces malades-là, ces gens qui ont des mutations, il n'y en a pas. Mais là, on a une augmentation de la baisse, c'est la diminution de l'expression. Chez cette délétion-là, on a une très très forte diminution de l'expression des protéines du complexe 1. Et là aussi. Donc, en fait, il semble que les mutations dans la polymérase gamma a des effets extrêmement forts sur l'expression des protéines du complexe 1. Ça, c'est un contrôle. Donc, c'est quelqu'un qui est normal. Donc, les plus hauts niveaux de déficience étaient donc trouvés chez cette délétion ici, avec 44 et 33%, 31% de C20 et de C19 respectivement. Donc, pour COX, là que je vous ai montré les exemples de marquage, normalement vous devriez les voir. Vous voyez par exemple, ce neurone-là est pratiquement plus marqué, n'a pratiquement plus de complexe 1. Vous voyez ici, c'est très fort. Ici, il n'y en a plus. Celui-là aussi, il est relativement faible. Celui-là aussi qui est là, vous voyez, il est relativement faible comparé à ses collègues qui sont à côté. Donc, on peut comme ça identifier sur les coupes post-mortem ce qui est arrivé aux individus qui étaient malades. Donc ce sont des résultats qui sont quand même très hétérogènes, avec une faible diminution dans les contrôles, on voit bien ici la faible diminution dans les contrôles, mais des pertes plus élevées chez certains patients, voilà, et pas chez d'autres. Donc ça, c'est un des points qui est à retenir, c'est qu'il y a une très forte hétérogénéité. Et cette hétérogénéité, elle est reliée avec l'activité du complexe 1. Donc on peut regarder l'activité et on voit en fait qu'il y a une corrélation entre la perte de la protéine et puis la diminution de l'activité du complexe. Et ça, c'est présenté ici, l'activité. Ici, vous avez de nouveau ces petits marquages qui montrent que vous avez perdu, vous voyez ici, vous avez perdu au centre, vous avez perdu pas mal de votre protéine. Donc, cette étude a amené les auteurs à affiner un petit peu plus et à chercher une corrélation entre les mutations de l'ADN mitochondrial et les désordres mitochondriaux. Donc ça, c'est assez bien avec ce qui est décrit dans la littérature. Il y a des délétions de l'ADN mitochondrial dans des neurones contrôle, donc 25% des neurones normaux, des neurones de gens normaux ont des délétions. Et les délétions dans les patients de délétions Paul G, en fait, et dans ceux présentant des délétions de l'ADN mitochondrial, atteignent les niveaux les plus élevés de 58 à 69% environ. Donc ça, c'est, vous pouvez le voir ici. Voilà, dans ces cas-là, vous avez quand même, c'est relativement élevé. Donc vous avez une sorte, dans vous voyez les pourcentages de délétions, vous pouvez les voir ici assez forts. Dans les contrôles, vous avez des délétions de l'ordre de 25%. Donc ça, c'est pas... Et si vous regardez maintenant le pourcentage de mutation, bon, il est très fort ici, évidemment, dans les malades, il est beaucoup moins dans les contrôles. Et puis vous regardez le nombre de neurones pigmentés dans la substance noire.
qui ont des désordres mitochondriaux. Les neurones pigmentés dans la substance noire, ce sont les neurones dopaminergiques. C'est pour ça qu'on les appelle substances noires. Parce que les neurones dopaminergiques chez l'homme ont de la mélanine et donc ils sont noirs. Et vous voyez que vous avez évidemment des pertes qui sont variables hein, en fonction des différents types de mutations. Donc chez les contrôles, bon, vous avez environ 100%. C'est variable entre les individus, bien entendu, mais en moyenne, on a pris les 100%. Et puis, vous voyez que vous pouvez avoir une mutation, avoir autant de neurones que quelqu'un de normal, je veux dire de non muté dans son ADN mitochondrial de substance noire, mais vous avez des pertes qui sont extrêmement fortes chez certains de ces malades. Donc, les mutations ponctuelles donc, ont été identifiées par séquençage et leur pourcentage par neurone a été analysé. N'oubliez pas que dans un neurone, vous avez des mitochondries saines et des mitochondries malades, hein, à cause de ce que j'ai appelé tout à l'heure l'hétéroplasmie. Voilà. Donc là, on se rapproche, si vous voulez, de la maladie de Parkinson, et, puisque l'article s'intéresse à la survie de ces neurones qui, quand ils dégénèrent, provoquent des maladies de Parkinson. Donc, la première chose à constater, de nouveau ici, c'est quand même une hétérogénéité aussi dans les contrôles, hein, parce que 100% c'est la moyenne des contrôles. Et ça, c'est le reflet qu'à partir d'un... C'est un effet de l'âge, hein, puisque nous perdons, je vous l'ai dit, autour de 5% de nos neurones par décade, neurones dopaminergiques par décade. Donc pour les porteurs de mutations mitochondriales, il y en a pour qui tout va bien, hein, je vous l'ai dit, celui-là, par exemple, MELAS2, il va très très bien, à ce niveau-là en tout cas. Et puis il y a un POLG4 aussi qui va bien, donc la mutation dans cette polymérase gamma. Et ça, ce sont pourtant des gens qui sont âgés, hein, 79 ans et 59 ans, c'est pas âgé, mais c'est moins jeune que 20. Et d'autres ont une très très forte perte neuronale, même quand ils sont plutôt jeunes. Celui-là, là, POLG2, il a 24 ans, hein, donc il avait 24 ans. Donc, et ces pertes sont à rapprocher des symptômes qu'on peut voir, bien entendu. Alors, c'est une approche qui est très difficile. Vous voyez bien que c'est de la clinique, donc c'est moins facile que de travailler sur des souris ou sur des mouches, hein, ça va de soi. Parce que les syndromes parkinsoniens qu'on attend dans des gens qui ont perdu leurs neurones dans la substance noire, ces syndromes parkinsoniens peuvent être masqués, comme je vous disais tout à l'heure, par d'autres symptômes, par exemple par des ataxies, c'est un trouble des coordinations des mouvements neuromusculaires, donc ça peut masquer un problème, ou carrément une encéphalopathie. Donc dans cette étude, POLG3, celui-là, là, qui a quand même perdu 80% de ses neurones, a des symptômes parkinsoniens clairs, hein, voilà. Et c'est des syndromes qui touchent assez souvent les patients qui sont mutés dans leur polymérase gamma. Donc, on peut dire que si la survie des neurones dopaminergiques est affectée par des mutations mitochondriales, il existe quand même une immense hétérogénéité parmi les individus étudiés. Alors, de nouveau, on a un petit nombre ici. Quand on a une dizaine, c'est assez difficile de tirer des conséquences statistiques solides. Il reste que je pense que c'est une étude qui est relativement intéressante. Il y a plusieurs hétérogénéités, c'est difficile de savoir exactement pourquoi. Bon, les auteurs proposent, moi ça me paraît un peu difficile, que les neurones exposés à la mutation très tôt, hein, par exemple une délétion, une mutation ponctuelle de l'ADN mitochondrial, pourrait s'adapter par un passage précoce en mode glycolyse cytoplasmique. Je vous rappelle, on peut faire de l'ATP à partir de la mitochondrie, on peut faire de l'ATP à partir du cytoplasme par une voie qui est une voie différente, qui implique l'ATP, et on a une formation de 2 ATP et 2 pyruvates par mol de glucose dans ce cas-là. Alors, ce n'est pas très efficace, parce que dans la mitochondrie, on en fait 36, hein. Mais que ce passage précoce permettrait de compenser, et que ça serait différent de ce qui se passe chez les malades, chez qui la maladie s'installe progressivement à la suite d'une mutation POLG et à l'accumulation des erreurs. Donc moi, je ne pense pas que c'est possible, je ne suis pas un spécialiste, ça me paraît une explication un tout petit peu tirée par les cheveux. Voilà. Donc, avant d'aller un petit peu plus loin, je vais quitter cette affaire, je vais quand même vous illustrer ça, mais
Avant d'aller plus loin, je vais revenir à la revue de Nunari et Suomela. Je vais y revenir donc plus facilement que je ne l'avais pas encore abordé. Peut-être même pas encore l'aborder tout de suite, donc c'est très bien. Voilà. Et je vais m'attarder sur les multiples rôles des mitochondries. Hein. Donc, le mieux connu, évidemment, comme rôle dans la mitochondrie, c'est la fonction production d'ATP au cours de la phosphorylation oxydative. Le fameux formation d'ATP. Vous voyez que là, vous avez phosphorylation oxydative, vous avez des flux de protons qui vont dans ce sens-là entre le complexe 1 et le complexe 4. Et puis, vous avez un flux de protons inverse dans le complexe 5 qui est associé avec la formation d'ATP, qui est l'addition du phosphate ici sur l'ADP. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la phosphorylation oxydative qui permet de phosphoryler l'ADP, donc de faire de l'ATP. Et le premier complexe, qui est aussi le plus grand, le complexe 1, est une pompe à protons. Donc il pompe les protons, comme d'autres, très sophistiquée, qui est composée de 45 sous-unités. D'ailleurs, il y a un article qui vient de sortir dans Nature avec la structure du complexe 5, qui est un article tout récent qui est très intéressant. Donc le gradient de protons généré par les complexes de 1 à 4 est libéré par l'ATP synthase du complexe 5. Donc tout d'un coup, vous générez un gradient de protons, puis d'un coup, vous le perdez, et ça vous permet de former votre ATP. Donc les complexes 1 et 3 génèrent des ROS, des radicaux libres, dont vous savez qu'ils sont responsables de nombreux dommages dans la cellule et sont associés à plusieurs processus dégénératifs. Par exemple, la neuropathie héréditaire de Leber est provoquée par une mutation dans un composé du complexe 1. Mais je voulais rappeler aussi, dans un cours il y a un certain temps, je crois le 3 octobre, les ROS mitochondriaux ne sont pas entièrement négatifs. Ils ont aussi une fonction de signalisation qui est une fonction importante. Ils contrôlent la prolifération et la différenciation cellulaire. Vous voyez par exemple ici cette protéine NOX qui fabrique des ROS, les fabrique en réponse à une signalisation sur un récepteur. Ici j'ai mis le GR, le GF récepteur, mais ça pourrait être aussi bien n'importe quel autre récepteur. Et ces ROS ont des oxydes de façon physiologique, pas pathologique, beaucoup de voies et sont nécessaires, si vous voulez, au fonctionnement normal de la cellule. Donc en fait, ces ROS ne sont pas entièrement négatifs. Ce qu'il faut, c'est la bonne dose de ROS au bon endroit, au bon moment. C'est toujours pareil. D'accord ? Donc, ça contrôle la prolifération et la différenciation cellulaire, et ça permet aussi l'adaptation physiologique à certaines situations, par exemple en cas d'hypoxie. Voilà. Donc si on veut élargir un peu le spectre, je vous rappellerai que les mitochondries sont aussi la source primaire de ce qu'on appelle le NADH. Donc ça, c'est vraiment important. Vous faites du NADH. C'est la source primaire de NADH. Et il contribue à la synthèse des pyrimidines, qui sont importantes pour la formation de l'ADN, des lipides, et ils sont importants dans la bêta-oxydation des acides gras, la synthèse d'acétyl-CoA, qui est nécessaire à de nombreuses acétylations. Beaucoup de protéines sont acétylées dans le système. Je vous ai parlé des histones acétylases, l'acétylation des histones qui est très importante dans la régulation de la transcription. Et donc, avec donc des effets épigénétiques derrière qui sont importants. Donc, il ne faut pas avoir une vision entièrement négative des ROS. Rappelez-vous cette diapositive que j'ai présentée qui montre que, en fait, ce qui se passe dans la mitochondrie, et les ROS qui sont ici peuvent avoir des fonctions extrêmement importantes, évidemment de DNA damage, mais pas uniquement de DNA damage, aussi des fonctions épigénétiques normales. Finalement, on ne peut pas oublier ce que j'appelle l'homéostasie calcique et le rôle de la mitochondrie dans la distribution spatio-temporelle du calcium. Donc le calcium, évidemment, est régulé au niveau de la membrane plasmique ou du réticulum endoplasmique. Mais dans les neurones, par exemple, on sait évidemment que le calcium est un élément extraordinairement clé dans la transmission synaptique, dans la fusion des vésicules, par exemple. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir des vésicules qui fusionnent avec une membrane s'il n'y a pas du calcium qui permet, le mouvement de la vésicule le long des microtubules ou du million des filaments d'actine, mais surtout, carrément, la fusion avec la membrane, donc pour libérer le neuromédiateur.
Et puis, vous avez toujours au niveau du système nerveux l'ATP. L'ATP, ce n'est pas uniquement quelque chose qui fournit de l'énergie, c'est aussi un neuromédiateur. L'ATP, par exemple, ici, peut être libéré, et puis il peut se fixer directement sur des récepteurs, et donc, ou être dégradé en adénosine, qui se fixe aussi sur des récepteurs. Donc, il y a toute ce qu'on appelle la transmission purinergique. Vous avez énormément de récepteurs qui répondent à l'ATP et à l'adénosine. Et donc la libération d'ATP est un signal de transmission, c'est une transmission du signal. Et évidemment, la mitochondrie joue un rôle important dans la formation de l'ATP. Donc ATP, ADP et adénosine sont 3 molécules qui signalent via l'interaction avec une grande famille de récepteurs. Ici, vous voyez, il y en avait 1, 2, 3, ils sont tous un petit peu différents. Il y en a pas mal, je crois, je ne sais plus combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Donc la mitochondrie a un rôle qui va au-delà de la simple formation d'énergie pour entretenir la cellule. Donc ce sont vraiment des petits organelles dont on aura du mal à se passer. Je pense qu'il ne faut mieux pas trop s'en passer, même si ça nous fait des rosses. C'est le problème, c'est que c'est jamais parfait, quoi. Donc le rôle central de la mitochondrie dans le métabolisme, quand même c'est là que son rôle est central, fait qu'une demande accrue d'ATP se traduit toujours par une augmentation de la masse mitochondriale et de la phosphorylation oxydative. Après un effort physique, par exemple, vous allez courir, vous avez une augmentation de la vascularisation, vous avez une augmentation de la mitochondrie. Donc le métabolisme mitochondrial est à la fois à l'origine des signaux nutritifs, bien entendu, mais elle est aussi la cible des signaux nutritifs. Alors donc, il y a 2 composés moléculaires qui sont particulièrement importants parce qu'ils permettent de mesurer le statut métabolique d'une cellule. Alors, il y en a une, c'est la kinase qui est activée par l'AMP, qu'on appelle l'AMP kinase. Et puis l'autre, c'est la sirtuine 1, dont je vous ai déjà parlé, qui est une déacétylase NAD+ dépendante. Donc l'AMP kinase est activée quand le rapport AMP sur ATP augmente. C'est-à-dire quand j'ai beaucoup hydrolysé d'ATP, l'AMP augmente, donc le rapport AMP-ATP augmente, et ça, j'active une kinase qu'on appelle la kinase AMP dépendante, comme son nom l'indique. Et l'ATP, c'est pareil, et l'ADP aussi. Et ça accompagne les restrictions caloriques ou une augmentation de la dépense énergétique. Donc quand vous vous mettez en restriction calorique, vous activez votre AMP kinase. Donc si vous regardez uniquement ici la partie gauche de cette diapositive en haut, vous voyez que, en gros, ce que je vous ai un tout petit peu décrit, vous avez le rapport AMP-ATP qui est important, vous avez les sirtuines, et donc tout ça va jouer finalement au niveau de la transcription de gènes dans le noyau, qui lui-même va induire une formation de mitochondrie. C'est-à-dire que vous avez une formation de mitochondrie qui suit l'augmentation, par exemple, de l'activité AMP kinase ou la formation de l'activation des sirtuines. Donc, par le NAD+. Donc, pour ce qui est de la relation mitochondrie-noyau, qui est évidemment très importante, je vous rappelle que c'est évident qu'il faut qu'il y ait une relation entre ça. C'est un exemple typique de relation entre la mitochondrie et le noyau. C'est vraiment très important puisque, comme vous le savez, tous ces gènes qui sont nécessaires à la synthèse des mitochondries sont dans le noyau. Donc il faut que le signal aille vers le noyau pour qu'on puisse réagir au niveau mitochondrial, en particulier au niveau de la synthèse et de la prolifération des mitochondries. Donc je vais m'appuyer sur la revue. Finalement, vous allez la voir, cette revue de Nunari et Suomainen pour continuer et introduire quelques points sur lesquels nous allons revenir à la fin du cours et probablement dans le dernier cours qui sera le cours prochain. Donc un premier point, c'est que la forme des mitochondries, ce n'est pas uniquement leur activité, leur forme, les mitochondries, est reliée à leur fonction, dans les conditions normales et dans les conditions pathologiques. Donc je passe sur la structure des membranes mitochondriales, même si elle a un intérêt évident pour la fonction physiologique et le processus massif d'import d'éléments fabriqués dans le cytoplasme, à commencer par les 1600 protéines qui sont encodées par le génome nucléaire. Mais je vais me pencher plutôt sur la question de la localisation de la mitochondrie et du rapport entre cette localisation, leur activité et leur fission ou fusion. Donc, il ne faut pas croire que la mitochondrie, c'est un truc comme ça. De temps en temps, la mitochondrie se transforme en chauffage central.
C'est-à-dire qu'elle fusionne, et donc c'est un truc absolument, une sorte de labyrinthe extraordinaire. Donc la mitochondrie peut avoir plusieurs formes, et en fait, l'activité mitochondriale est directement liée à la forme de la mitochondrie. Donc, ici, sur cette diapositive, là, vous voyez, par exemple, vous avez une mitochondrie ici, il y a le réticulum endoplasmique qui vient s'y mettre et qui va comme l'étrangler et faire une autre petite mitochondrie. Donc là, c'est la fission mitochondriale. Hein. Et puis, vous avez aussi des mitochondries qui vont aller fusionner et aller faire d'énormes trucs qui sont des énormes mitochondries. Donc, et ça, c'est un rôle extrêmement, extrêmement important et c'est très régulé par différentes protéines sur lesquelles je vais revenir. Des protéines qui favorisent la division, comme en particulier des RP1, mais aussi des protéines qui vont favoriser la fusion, comme MFN1 et 2 ou PAF. Hein. Et ça, vous voyez que ça a tout de suite des actions. Quand vous augmentez la fusion, vous augmentez la phosphorylation oxydative, hein, vous diminuez l'apoptose, la mort, vous augmentez la différenciation cellulaire. Ici, la division ne fait rien sur la phosphorylation oxydative, mais elle va augmenter la mort. Mais en même temps, il faut mieux que les mitochondries soient petites pour pouvoir migrer, parce que la mitochondrie doit migrer le long des microtubules. Par exemple, si vous allez dans un axone, les mitochondries doivent partir du corps cellulaire et aller vers l'axone. Donc il faut que ça migre à toute vitesse, ou pas, mais ça migre, vous voyez ici, grâce à ça marche, c'est-à-dire le long des microtubules. En fait, il y a un facteur qui s'appelle MIRO qui permet Et là, ce que vous voyez aussi, ce que vous disais tout à l'heure, c'est l'importance du calcium, en particulier au niveau synaptique, et donc l'importance d'avoir des mitochondries qui sont là au bon endroit. Donc, ce sont des organismes extraordinairement flexibles, extraordinairement souples sur le plan morphogénétique. Ça, c'est assez amusant. Comment ça m'amuse, parce que finalement, je suis morphogénéticien. Donc, ces deux phénomènes de division et de fusion sont régulés par les protéines dont je viens de vous parler, qui hydrolysent le GTP et appartiennent en fait à la molécule de la dynamine, dont le rôle dans la morphologie des membranes a déjà été décrit bien ailleurs. Hein. Donc, la division, je vous disais, elle est régulée par DRP1, qui est la dynamine related protein 1, et la fusion par MNF1,2 et par OPA1, tel que je viens de vous le dire. Donc toutes ces protéines sont elles-mêmes, c'est toujours pareil, soumises à une régulation fine et intégrées dans des voies de transduction du signal, dont la transmission synaptique. Donc, la transmission synaptique a un rôle à jouer en retour dans la fusion ou la fission des mitochondries. Et comme je vous le disais, la localisation des mitochondries et leur activité locale dans les terminaisons nerveuses, comme dans la région sous-synaptique associée à leur capacité de produire de l'ATP et de libérer du calcium, en même temps qu'elles sont sensibles au niveau de calcium, font de ces organelles des objets absolument fondamentaux de la physiologie cérébrale et donc de beaucoup de pathologies. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre, c'est que c'est vraiment... ça fait très longtemps que je vous embête avec le métabolisme énergétique, depuis quasiment plusieurs années. J'attire votre attention sur le fait qu'énormément des maladies psychiatriques et neurologiques sont fondamentalement, pour moi en tout cas, des maladies métaboliques. De fait, la perte de la fonction de fusion ou de la division des mitochondries conduit à des dysfonctionnements extrêmement graves dans la physiologie mitochondriale. Donc, par exemple, un rôle par exemple, de la fusion des mitochondries entre elles, quand elles c'est l'échange des contenus de la membrane interne et de la matrice, y compris de l'ADN. Donc, vous pouvez échanger votre ADN, échanger les contenus de la matrice qui est à l'intérieur, le cœur de la mitochondrie. Et donc, la fusion représente une façon, pour ainsi dire, de tamponner, au moins partiellement, des défauts de structure ou des mutations ou des stress transitoires. Par exemple, si vous faites une exposition aux UV, aux ultraviolets, si vous avez une privation de nourriture, si vous traitez à certaines drogues, par exemple la cycloheximide, vous pouvez provoquer des fusions de mitochondries. Donc, ça peut conduire à la formation d'un organelle d'une taille absolument considérable qui va favoriser la survie cellulaire, comme je disais, mais vraiment considérable. Hein. À l'opposé, la division des mitochondries les maintient dans une taille qui est normale, hein, enfin, entre guillemets normale, ça ne veut rien dire, mais enfin d'une taille moyenne, disons, compatible avec le transport le long du cytosquelette d'actine et tubuline. De
De ce fait, c'est des cellules qui sont très polarisées comme des neurones. Ces neurones sont très très sensibles, extrêmement sensibles à la perte de la division mitochondriale, qui peut asphyxier carrément la terminaison nerveuse, dès lors que les mitochondries n'ont plus la capacité, elles sont trop grosses, n'ont plus la capacité de migrer rapidement vers les terminaisons nerveuses. Elles ne peuvent plus se déplacer, quoi. A l'inverse, si vous bloquez la fusion, ça peut conduire à une diminution de la fonction OXPHOS avec production de radicaux libres, la perte d'ADN mitochondrial, des défauts de migration des mitochondries aussi et des défauts de division cellulaire. Donc, au niveau des organismes, les mutations dans les gènes encodant les protéines qui régulent ces processus sont à l'origine de nombreuses maladies, dont dans le cas des mutations qui touchent MFN2, 1 et 2 et OPA1, beaucoup de maladies neurodégénératives, comme un type de maladie de Charcot-Marie-Tooth et ce qu'on appelle l'atrophie optique dominante. Donc, c'est là que je vais m'amuser à vous décrire deux articles qui sont un peu contradictoires. J'aime bien en fait montrer que les choses sont contradictoires, pas toujours. Le premier article est un article qu'on doit à ce groupe, Berthet et collègues, qui se sont amusés à étudier le rapport entre la taille des mitochondries et leur transport avec les conséquences possibles au niveau des neurones dopaminergiques de la substance noire, que je n'ai vraiment plus besoin d'introduire, hein, je pense. Mais bon, c'est bizarre parce que quand j'ai quitté la biologie végétale pour m'intéresser au système nerveux, les premiers neurones auxquels j'ai été confronté, c'est les neurones de la substance noire. Puis après, je les ai oubliés, et puis d'un coup, ils sont revenus d'eux-mêmes dans ma vie, à la fin. Donc, je ne sais pas, peut-être la boucle est bouclée, peut-être, je ne sais pas, un truc comme ça. Ouais. Bon, il faut accepter le destin de la chose. J'aurais peut-être dû rester à travailler sur l'ARN du navet, mais bon, c'est moins marrant finalement le navet que le cerveau. Voilà. Donc, même si c'est moins déprimant. Donc, ce travail-là commence par une remarque que de nombreux gènes de Parkinson familiaux, Pink, Parkin, mais aussi de G1, LRK2, LARC2, LRK2, régulent la fission et la fusion des mitochondries, et que certaines formes de la maladie pourraient donc être associées à la dynamique de la morphologie des mitochondries autant qu'à leur fonctionnement intrinsèque. Donc en fait, l'idée c'est que la maladie, on dit c'est le fonctionnement de la mitochondrie, peut-être que ce n'est pas vraiment le fonctionnement de la mitochondrie, peut-être que c'est simplement la forme de la mitochondrie, une maladie morphogénétique de la mitochondrie. Donc ce serait assez rigolo de voir le Parkinson comme une maladie de la forme mitochondriale plutôt que de son activité mitochondriale. Et en fait, c'est une idée qui me tarabuste un peu depuis un certain temps. Les gens de mon laboratoire, quand ils viennent au cours, doivent penser que j'ai des lubies, mais c'est probable d'ailleurs. Donc, ça veut dire qu'on regarde de ce coup, on regarde les mitochondries un tout petit peu différemment, et les auteurs soulignent qu'il faut regarder dans les neurones dopaminergiques, et plus précisément dans leurs axones, puisque cette maladie est marquée par une dégénérescence rétrograde, c'est-à-dire que les neurones meurent par la tête, si j'ose dire. C'est l'axone qui commence à se dégénérer. C'est des dégénérescences rétrogrades de type valérien. Donc, et puis le corps suit. Voilà. Donc la plupart des mécanismes de fission impliquent, je l'ai dit, DRP1, qui est une protéine proche de la dynamine. C'est une GTPase, une protéine qui hydrolyse le GTP, et qui est recrutée au site de fission au niveau de la membrane mitochondriale externe. Hein. Donc la question qui est posée, c'est est-ce que la fission des mitochondries modifie leur compartimentation, c'est-à-dire leur positionnement et leur activité dans les axones. Hein. Donc alors ils ont fait un truc assez subtil, ils ont pris des souris porteuses d'un gène DRP1 qui est floxé, ça veut dire qu'il est normal, mais il a deux sites dans l'ADN, dans son gène, et si vous exprimez une protéine bactérienne qui s'appelle une recombinase, vous le coupez. Donc, si vous avez cette recombinase bactérienne qui est sous le contrôle, c'est pas grave, ça nous distrait un peu, qui est sous le contrôle d'une protéine de la substance noire, par exemple DAT, qui est la protéine qui capture la dopamine, donc qui n'est exprimée que dans les neurones dopaminergiques, vous croisez les deux souris,
DATCRE et la souris qui a DRP1 fluxé, et vous retirez DRP1 dans les descendants de ces souris. Et donc vous avez des souris qui manquent de DRP1. Et donc ça fait une délétion qui est une délétion du gène uniquement dans les neurones dopaminergiques, parce qu'en on n'imagine pas qu'on peut supprimer le gène dans tous les neurones qui expriment, dans les neurones qui expriment les transferts de la dopamine. Essentiellement les neurones de la substance noire. Et ces souris, comme vous voyez, elles grandissent normalement jusqu'à vers 21 jours. Et puis en plus, après, elles perdent du poids. Vous voyez, à l'âge adulte, elles ont quasiment moitié de moins de poids que les souris normales. Alors là, je ne sais pas pourquoi. Il ne l'explique pas d'ailleurs, mais ce n'est pas très grave. Mais il constate aussi que sur cette même diapositive, les souris ont une durée de vie limitée. Vous voyez que elles meurent plus rapidement. Normalement, à 1 an, les souris, ça va, quoi. Ben celle-là, déjà, à 1 an, il y a 50% de la population qui a disparu. Hein. Vous pouvez aussi regarder leur mouvement. Donc, on met un rayon et puis on peut compter le nombre de fois elles ont traversé le rayon en laser. Donc, on peut, comme ça, sans se fatiguer, avec un ordinateur, savoir avoir une idée de leur activité physique. Et vous voyez que dans des animaux dans lesquels on a retiré DRP, vous voyez que vous avez une perte de déplacement. Alors, il y a évidemment une perte de déplacement aussi avec l'âge, mais c'est encore plus bas. Puis si vous rajoutez de la dopa, c'est-à-dire que vous faites de la dopamine, à ce moment-là, vous récupérez un mouvement à peu près normal dans vos animaux. Et ça, c'est quand elles se dressent sur leur patte de derrière pour regarder ce qui se passe, c'est pareil, elles sont assez fatiguées. Hein, et là, la dopa ne fait rien du tout. Donc en fait, c'est des souris qui sont effectivement ont des problèmes locomoteurs. Hein. Donc elles ont moins d'activité locomotrice et puis elles ont moins de comportement de redressement dans leur petite cage ou quoi que ce soit d'autre. Donc ces résultats suggèrent évidemment une atteinte des systèmes dopaminergiques, ça c'est classique, d'autant plus que vous pouvez réparer avec la dopa, donc ça suggère une atteinte des systèmes dopaminergiques. Et ça, on peut le voir si on fait un marquage avec la tyrosine hydroxylase, qui est l'enzyme qui transforme la dopa en dopamine, qui est l'enzyme qui marque spécifiquement les neurones dopaminergiques. Et ce que vous pouvez voir ici, par exemple, c'est que ça c'est dans le striatum, donc en fait c'est des neurones qui projettent sur ce qu'on appelle les ganglions de la base, le striatum, etc. Vous voyez ici que la région codée de putamène est complètement vide, c'est-à-dire qu'en fait vous n'avez plus de dopamine, vous n'avez plus de neurones, vous n'avez plus de terminaisons, en tout cas vous n'avez plus de TH, peut-être des terminaisons, mais vous n'avez plus de TH, tyrosine hydroxylase, dans les terminaisons de vos neurones. Vous en avez toujours dans ces régions-là qui, elles, sont innervées par la VTA, c'est-à-dire l'aire tegmentale ventrale. Ce sont des régions qui sont plus, qu'on appelle le système limbique, les systèmes de récompense, par exemple. Si vous mangez de la glace au caramel, ça vous fait plaisir, et ça active vos neurones dopaminergiques de la VTA. Alors, il y a des gens qui ont des plaisirs qui ne sont pas liés forcément à la glace au caramel, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Mais c'est ce qui vous rend addictif, c'est-à-dire que vous refermez le freezer et oui, c'est ce qu'on appelle la danse des frigidaires. Donc, chacun a connu ça, il faut savoir résister à ça, mais c'est lié à l'activation de systèmes limbiques. Alors, apparemment, ils sont moins atteints que les systèmes moteurs. Alors, ils donnent des explications. Moi, je n'aime pas beaucoup leur explication. Je pense qu'une des explications possibles, c'est que simplement, DAT est moins bien exprimé dans la VTA que dans la substance noire, et donc on a une moins forte recombinaison. Mais ils disent que non. Donc ça, c'est un petit problème. Bon, c'est pas très grave. Hein. Voilà. Donc là, vous pouvez regarder ce qui se passe ici. C'est dans ces animaux ici, si vous regardez la densité optique dans le codé de putamène, ici, vous voyez que c'est une catastrophe. C'est ici, c'est le DRP1 KO. Dans le CPU, il ne reste quasiment plus rien. Les autres régions sont relativement épargnées, comme je vous le disais. Et là, de nouveau, c'est le nombre de neurones qui sont marqués dopaminergiques. Et on voit que c'est essentiellement au niveau de la substance noire. Alors, il y a une moindre perte dans la VTA. Il y a une perte dans la VTA, hein, quand même. Là, c'est la région 1, il y a une perte, mais la perte est moins forte. Voilà. Et si vous regardez le niveau de dopamine, carrément du neuromédiateur, ce qui est important pour la fonction physiologique,
bon, c'est foutu, quoi. Il n'y a plus rien dans le codé de putamène. Donc ça, c'est pas bon. Hein. À 2 mois, hein, là c'est quand même très très tôt chez une souris. La délétion a été faite très tôt aussi, hein, puisque ce n'est pas une délétion inductible, et vous verrez tout à l'heure qu'on peut faire des délétions inductibles. Donc ça, on a une atteinte préférentielle donc, des neurones de la substance noire, une préservation relative des neurones de la VTA, et c'est un phénotype qui est très très, on dirait, réminiscent de la maladie de Parkinson. Dans la maladie de Parkinson, on perd d'abord les neurones de la substance noire, et les neurones de la VTA se perdent beaucoup plus lentement, enfin beaucoup plus lentement, se perdent plus lentement. Hein. Il se pourrait aussi que la date, comme je vous le disais, soit moins exprimée dans les neurones de la VTA que dans les neurones de la substance noire. Donc je passe sur les expériences démontrant qu'il ne s'agit pas d'un défaut de développement, mais bien d'une dégénérescence spécifique des neurones de la substance noire. Parce qu'on a le même effet si la crée et la recombinase qui floxe, qui retire le gène DRP, est introduite non pas au cours du développement, mais introduite par un virus qui porte le gène. Donc on peut rentrer le gène chez l'adulte et on a les mêmes effets. Hein. Et donc je vais m'avancer un petit peu sur la question mitochondriale. Donc les auteurs ont analysé les extrémités terminales, hein, là où la dégénérescence est initiée. C'est une dégénérescence rétrograde. Et ils ont utilisé un protocole qui est relativement subtil puisqu'il consiste à introduire un virus, un adéno-associaté de virus, un gène qui exprime une forme de la GFP, qui est une protéine de méduse fluorescente à laquelle vous êtes maintenant, je pense, habitué, qui est adressée spécifiquement à la mitochondrie. Il y a un signal d'adressage mitochondrial, on l'appelle la mito-GFP. Et son expression dépend aussi de la recombinase CRE, qui elle-même est exprimée dans les neurones dopaminergiques. Donc en fait, on a la formation de cette protéine fluorescente que dans les neurones dopaminergiques qui expriment la CRE, donc dans ces neurones qui ont une DRP1, qui ont perdu leur DRP1. Et donc la même astuce permet d'avoir un marqueur rouge, cette fois-ci, qui marque la synaptophysine, c'est-à-dire une protéine de la synapse. Alors quand on fait ça, on a le résultat qu'on voit ici, qui est relativement clair. Hein, vous voyez que dans des animaux normaux, ça c'est les synapses dans le striatum, donc on voit qu'il y a plein de synapses. Quand on a une perte de DRP1, on perd des synapses, ça suggère qu'on a perdu des neurones dopaminergiques, qu'ils ont dégénéré, hein, bien entendu. Et puis ici, vous avez mito-GFP, et en fait, il faut les chercher, les mitochondries. Hein. En fait, il n'y a pratiquement plus de mitochondries dans la synapse, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si la mitochondrie n'avait pas été capable de naviguer jusqu'à la synapse. Et vous avez ici les quantifications. Vous voyez, vous avez une perte du pourcentage de boutons qui ont des mitochondries. Ce qui est curieux, c'est qu'on le voit aussi dans le nucléus accumbens. Bon, ben ça, c'est pas très grave. Il y a des trucs un petit peu contradictoires dans ce papier. Et puis, le nombre de boutons ne change pas. Hein, si on regarde le nombre de boutons synaptiques par axone, c'est le nombre de boutons avec des mitochondries. Et puis ici, ce qu'ils ont regardé ici, c'est la longueur des mitochondries. Parce que s'il n'y a plus de DRP1, elles fusionnent, c'est-à-dire qu'elles doivent être plus grosses. Hein. Effectivement, on voit que les mitochondries sont plus grosses, hein, un petit peu plus grosses. Ici, c'est le rapport entre GFP et chéri, c'est-à-dire entre les mitochondries et les synapses. Et on peut voir que ici, vous avez dans l'animal normal, vous avez un nombre normal de rapports, ce rapport est 1, hein, c'est artificiel, mais qu'on a beaucoup moins de mitochondries par synapse quand on a comme ça cassé, empêché la fission des mitochondries. Et on le voit ici, ça s'appelle le median Fordren-Mondel, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus tôt dans le trajet. Donc c'est un truc qui se produit assez rapidement, très tôt dans le voyage de la mitochondrie. C'est-à-dire dès le début, c'est comme si la mitochondrie avait du mal à sortir du corps cellulaire pour s'engager dans l'axone. Hein. Alors on peut se dire, ah, c'est peut-être parce que elle est trop grosse, quoi. Hein, en fait, oui, elles sont un peu plus grosses, mais bon, est-ce qu'elles sont énormément plus grosses? Ça, c'est une autre affaire. Donc, et puis, il y en a qui passent, hein, quand même. Il y a quand même, disons, il reste encore 20% des terminaisons qui ont des mitochondries. Donc, la souris peut s'en sortir
pendant un certain temps. Hein. Donc, cette diminution donc, du nombre de mitochondries dans les terminaisons peut donc avoir deux explications. Hein. La première, c'est qu'il y a une perte globale du nombre de mitochondries dans la cellule. La seconde, c'est qu'il y a un défaut de transport. Hein. En fait, en dépit de la taille importante des mitochondries, elle est un peu plus grosse, hein, ils l'ont calculé, la masse totale est un peu réduite chez le mutant. Donc, il y a moins de mitochondries chez le mutant. Ils l'ont vu en marquant les mitochondries avec la mito-GFP, donc on peut regarder le nombre de mitochondries en regardant le nombre de points verts, hein, d'une certaine façon. Et c'est un effet qu'on peut voir, et puis on peut prendre aussi d'autres marqueurs, mais enfin, là vous avez, je pense, mito-GFP, vous avez quand même moins, y compris dans la substance noire et dans la BTA, vous avez moins de mitochondries. Hein. Vous pouvez d'autres marqueurs mitochondriaux, hein, COX-1, vous en rappelez, c'est le complexe 4. Vous avez une perte quand même du nombre de mitochondries. Donc, il y a moins de mitochondries, c'est vrai, mais les mitochondries sont quand même plus grosses. Hein. Quand on regarde la taille des mitochondries, elle est plus grosse chez le mutant. Donc, on a bloqué la division, c'est normal, on a des mitochondries qui sont plus épaisses. Donc, on a moins de mitochondries, clairement. Est-ce que ces mitochondries qui sont plus grosses, elles ne sont plus capables de migrer dans les axones? Ça, c'est une question importante. Et en fait, oui, elles sont, d'après eux en tout cas, hein, elles sont moins capables. Donc, en fait, elles sont moins capables, je vais vous montrer. Voilà, ici, ils sont passés dans des neurones d'hippocampe en culture. Donc là, c'est des mitochondries normales, hein, qui vont faire une migration antérograde. Et là, vous voyez, c'est des cas extrêmes, ça. Hein. Mais la mitochondrie a fusionné, donc je vous parlais tout à l'heure de chauffage central. Ouais, c'est vraiment... Mais là, le diamètre n'a pas tellement changé. Donc on dit que ce n'est pas le diamètre qui peut empêcher la mitochondrie de s'engager dans l'axone. Mais elle est quand même plus grosse, donc elle peut avoir plus de mal à migrer. Mais en fait, ce qui se passe, si vous voulez, c'est que dans ce cas-là, vous avez moins de mitochondries en mouvement. On peut regarder le mouvement des mitochondries, je ne vous dirai pas comment, ce n'est pas la peine. Il y a moins de mitochondries en mouvement. Elles vont moins vite. Hein, elles sont ralenties. Et si on regarde les mitochondries qui bougent et celles qui ne bougent pas, il semble que ce ne soit pas lié à leur taille. C'est ça qui est rigolo dans cette affaire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'elles sont grosses qu'elles ne bougent pas. En fait, ce qui se passe, si vous voulez, c'est qu'elles ont un mouvement non coordonné. Au lieu de bouger dans un sens antérograde, par exemple, pour aller envahir un axone, ce qu'il fait, c'est qu'elles viennent dans un sens, elles retournent dans l'autre. Vous voyez, elles vont dans tous les sens. C'est-à-dire qu'elles avancent, elles reculent, elles avancent, elles reculent, et globalement, elles ont du mal à avancer. Par exemple, si vous prenez des souris normales, hein, et que vous rajoutez quelque chose qui induit un flux calcique, vous avez un arrêt de la mitochondrie. Mais dans vos bestioles ici qui sont mutées, vous pouvez mettre vos trucs, elles ne sont pas sensibles en fait dans leur mouvement non coordonné au niveau de calcium. Donc ce sont des souris qui sont des mitochondries qui sont... elles ne sont pas seulement plus grosses, elles ne sont pas seulement fusionnées, elles ont quelque chose, elles ont une physiologie qui n'est pas une physiologie normale pour des mitochondries. Donc on peut dire que c'est... J'arrêterai là, puis je reprendrai un tout petit peu, la semaine prochaine, parce qu'il y a un autre papier qui est légèrement contradictoire avec ça, mais qui est intéressant quand même. Donc je dirais que la terminaison des neurones dopaminergiques dans ces souris qui ont perdu la protéine qui permet la fission, c'est-à-dire des souris qui ont des mitochondries trop grosses, si j'ose dire, les terminaisons des neurones sont appauvries en mitochondries du fait d'une mauvaise migration, probablement, qui n'est pas liée au diamètre des mitochondries, c'est ce qu'ils disent, hein, mais à leur mouvement désordonné. Donc, ce résultat qui, avec d'autres dans la littérature, suggère que si vous dérégulez la fission et la fusion des mitochondries, dans les deux sens, hein, ça a des effets et ça peut avoir des effets pathologiques. Alors, ces effets seront d'autant plus marqués, évidemment, que les neurones sont plus exigeants sur le plan métabolique. C'est-à-dire que vous avez besoin d'un fort métabolisme, évidemment, vous allez être de plus en plus sensible. Et c'est l'argument qui est avancé par les auteurs pour expliquer que la moindre sensibilité des neurones de la BTA à la perte des mitochondries axonales. C'est-à-dire qu'en fait, ces neurones du système limbique sont moins demandeurs en énergie
que les neurones qui sont associés au système moteur. C'est une explication, je ne suis pas sûr qu'elle soit totalement juste. Donc, est-ce que, comme à chaque fois, je me rends compte que je perds du temps, est-ce que vous êtes très fatigué? Oui, hein? Bon. Méfiez-vous, parce que si je ne termine pas la semaine prochaine, il va falloir revenir l'année prochaine encore sur des trucs déprimants. Mais j'avais juré que je ne le referais pas. Hein. Je ne voudrais pas intituler le cours longévité cérébrale après la fin. Oui, un truc comme ça, ce serait quand même une catastrophe. Peut-être que la semaine prochaine, je vous demanderai peut-être de rester un quart d'heure de plus. Hein. Voilà. Écoutez, je vous remercie, on arrête là.